reprend aujourd'hui, on est le 18 novembre. On est donc 2 mois après notre expatriation, donc 2 mois aussi après ma vidéo. Je me suis enfin motivée pour pouvoir la poster. C'est pas forcément motivée, voilà, je me suis enfin lancée sur les réseaux. Je pense que pendant plusieurs années, j'ai toujours voulu en fait essayer les différentes plateformes et surtout essayer de partager avec les gens ce que je vivais. Là, je vis une vie quand même que je trouve personnellement assez extraordinaire et je ne veux pas en fait passer à côté de ça. Je me dis que essayer de documenter ce qu'on vit ici, ça va nous faire surtout de beaux souvenirs. On va avoir en fait la possibilité de pouvoir rétrospectivement regarder tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu et se dire waouh. Ah bon bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Si donc de temps en temps je baisse les yeux, c'est simplement parce que j'ai mes notes à côté, pas me tromper. Donc la première partie dans une expatriation, ça va être le visa. Bien entendu, pour tous les pays ce n'est pas pareil et pour tous les ressortissants aussi. Dans notre cas, on est donc des ressortissants français qui venons nous installer en Thaïlande. Dans notre cas, nous on n'avait pas beaucoup de possibilités. Celle qu'on a pour le coup choisi, et c'est seulement de celle-là dont je vais parler. Si vous avez besoin de plus d'informations sur les différents visas qu'il y a en Thaïlande, il y a énormément de créateurs qui ont fait des vidéos sur le sujet, qui ont même bien approfondi le sujet, qui ont poussé ça jusqu'au bout. Personnellement, je me suis renseignée sur le compte de Kathleen à Phuket. Allez-y, allez regarder, documenter et essayez surtout de bien chercher le visa qui vous correspond. Dans le cas à nous, donc on était parti donc sur un visa élite qui est en lien donc avec Thailand Privilège. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un visa qui est extrêmement cher. Ça fait partie des visas les plus chers tout simplement. Donc dans le visa élite, vous en avez 5 différents. Le visa élite bronze, le visa élite gold, donc or, le visa élite platinum, le visa élite diamant et le visa élite black. En gros, c'est le visa réserve. Pourquoi, je ne sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, mais c'est celui-là. Personnellement, on a choisi donc le visa élite gold. Tout simplement que j'ai l'impression, en tout cas dans mon cas, qu'en Thaïlande, la plupart des visas qui étaient à long terme, ça restait des visas en fait pour les retraités. Souvent pour les jeunes, ça va plus être le visa DTV, des visas tourisme ou des visas d'études. Voilà, donc dans notre cas, c'était absolument pas possible parce qu'on a un bébé et donc un chien. Et pour nous, c'était absolument pas possible d'avoir cette obligation de sortir du territoire tous les 6 mois, je crois, pour le visa DTV. Je vois pas comment on pourrait à chaque fois prendre le chien et le bébé, sortir du territoire quelque temps et revenir. Sachant en plus que de ce que j'ai compris, Thaïlande commence à faire des restrictions sur ses sorties en termes de temporalité. Enfin, on va pas faire ça tous les 6 mois. Donc on était vraiment parti sur le visa, pour nous en tout cas, qui nous correspondait le mieux, le visa avec lequel on pouvait rester en Thaïlande le plus longtemps et le plus facilement. Honnêtement, il y a quand même pas mal de privilèges avec ce visa. Il porte très bien son nom. Pour le coup, pour découvrir les différents visas disponibles, vous avez la possibilité d'aller regarder directement à l'ambassade, sur le site de l'ambassade de la Thaïlande. Vous avez aussi énormément de personnes qui vivent déjà ici en Thaïlande et qui ont fait plein de vidéos sur le sujet. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas trouvé le visa qui nous correspondait le mieux. Et après, j'ai forcément vu avec Alexandre si ça lui correspondait aussi, ça lui allait aussi. Parce que c'est quand même un budget. Et pour ceux qui le peuvent, franchement, foncez. Parce que c'est vraiment le visa le plus confortable, dirons-nous. Normalement, quand même, tous les 3 mois, vous avez quand même cette obligation, enfin, tous les 3 mois, tous les 90 jours, vous avez cette obligation de report. Donc, ce qui fait que vous devez quand même vous rendre à l'administration, enfin, à l'immigration, pardon. Vous vous présentez, vous remplissez un document, ils prennent une copie de votre passeport, vous donnez aussi un justificatif de domicile et puis ils vous rendent les documents. Dans le cas, en tout cas, de notre visa élite, on n'a pas de frais aux 90 jours. Tous les 90 jours sur une année, on va devoir aller recenser. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'immigration thaïlandaise. On va simplement au bureau Thailand Privilège, ils prennent nos documents et ils le font à notre place. Et sachant que le condo qu'on a choisi, c'est pareil, le reporting des 90 jours sur le logement, ils l'ont fait pour nous. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est assez pratique. On va passer donc à la partie 2. La partie 2, ça va vraiment être l'administratif qui nous concerne nous en France. Depuis 2020, c'est vraiment pas sur un coup de tête qu'on a décidé de partir en Thaïlande. Hein. C'est quelque chose qu'on réfléchit depuis très longtemps. On savait qu'on allait quitter la France et qu'on voulait aller vivre à l'étranger. À ce moment-là, je me souviens, on n'avait pas le chien, on n'avait pas d'enfant. Et en fait, on était sûr à 100% qu'on voulait partir vivre à l'étranger. Notre premier choix d'abord, c'était porté sur le Canada. Et on s'était dit, on va d'abord aller visiter le Canada et voir déjà si ça nous plaît vraiment. Parce qu'avant de vouloir se projeter dans un pays, il faut quand même le visiter un peu. Puis je dis ça, j'ai jamais mis les pieds en Thaïlande et j'habite en Thaïlande. Après, personnellement, c'est que je sais que je suis quelqu'un qui est très facilement adaptable. J'ai toujours le mal du pays. C'est parce qu'en fait, on est attaché à nos habitudes. Moi, personnellement, je suis une grosse routinière. Et si on chamboule en fait ma routine, je sais que j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Premier point, pour pouvoir donc nous expatrier, on a commencé donc à poser l'état des lieux de la maison, parce qu'on était en location. Donc on a envoyé l'état des lieux de la maison. C'était en janvier que j'ai envoyé l'état des lieux de la maison. Et de base, on comptait partir en mai. Sauf que je pense l'avoir déjà dit, mon mari s'est blessé, annulation de tout. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'en fait, le jour où il s'est blessé, c'était le jour où on devait faire le virement pour bloquer la maison, enfin l'appartement. Mais heureusement, ça s'est pas fait. Il est allé au sport le matin, il s'est blessé le matin, c'était fini. Donc on s'est retrouvé avec un mari blessé, un billet d'avion qui était déjà pris pour fin mai, et en fait on devait tout changer, absolument tout changer. On a laissé passer la convalescence, on s'est pas stressé, et je ne voulais pas moi le stresser dans sa guérison. On est resté à la maison et on s'est dit bon, on va essayer de voir peut-être pour la fin d'année. On n'était pas pressé et finalement, avec un peu plus d'espoir en tout cas sur notre départ de la France, et on s'est dit peut-être ce sera pas la fin d'année, peut-être plus le mois de septembre, enfin fin septembre, début octobre, et on s'est retrouvé donc en juin avec une jambe valide, à peu près
très valide et une jambe dans le plâtre. On s'est dit finalement que si effectivement à la fin de la guérison de la seconde jambe, donc c'était à peu près 1 mois, il allait mieux, on pouvait partir plus tôt. Parce qu'en fait le problème c'est que vu que notre visa vite a été demandé en janvier 2025, en fait à partir du moment où il est demandé et il est accordé, il est valide. Donc en fait on était en train de gratter du temps de visa et c'était pas possible. En fait au prix du visa c'était pas possible en fait de se dire qu'on allait rester en France une année. Non, on a 5 ans, on va faire les 5 ans. Donc là pour le coup on fait 4 ans et demi, mais c'est déjà mieux que si on avait perdu une année. On est voir le médecin, le chirurgien qui a retiré le plâtre et qui a dit bon c'est valide. Maintenant c'est une petite convalescence. Il a pas recommencé la musculation tout de suite. Il a juste marché en fait, juste de marcher seul, sans se tenir, sans le déambulateur, etc. Et on s'est dit donc à la fin du mois de juin, non mais c'est sûr, on part avant le mois d'octobre. C'était sûr et certain. Donc j'ai laissé passer le temps parce que moi encore une fois, je ne suis pas du genre à mettre la pression. Je me suis dit on prend notre temps. De toute façon on va partir. Que ce soit là ou dans 6 mois, on part. On s'est rendu compte qu'il guérissait plus vite que prévu. Il a pu reconduire quand même assez rapidement. C'était fin juillet. Il a pu reprendre la voiture tout seul. Et c'était génial parce qu'on s'est dit c'est bon, en fait on part. On a pris notre billet qu'on avait mis en stand-by avec Air France. J'ai rappelé Air France et je leur ai dit écoutez, le billet qui était donc prévu pour le 29 mai, on voudrait le mettre donc à la fin du mois de septembre. Et en fait ils m'ont simplement dit qu'il n'y avait plus de place à ce moment-là. Donc on a vu ensemble et on avait prévu qu'on partirait sur avancer plutôt que reculer. Donc on s'est retrouvé à voler donc le 31 août. Une fois que les billets ont été validés et qu'on a reçu les seconds billets, de notre côté on pouvait enfin mettre en place tout ce qu'il y avait à mettre en place. Parce que ce qui est bien avec le visa élite, c'est que à partir du moment où tu sais quand est-ce que tu vas atterrir, tu bookes un véhicule en fait. Et donc nous on a booké un véhicule qui pouvait donc accepter les bébés pour le siège. Malheureusement on n'a pas eu le siège, mais pour le siège auto, et surtout qui acceptait les chiens. C'était ça notre problématique, c'était qu'il fallait que ce soit un véhicule assez grand pour recueillir nos 8 bagages et un chien, surtout ça. Mais en fait au final on s'est rendu compte plus tard que le chien ne pouvait pas venir avec nous, mais quoi qu'il arrive il nous fallait un grand véhicule. Donc on a pu booker notre véhicule pour arriver ici et donc on était à la recherche assez active d'un logement. Quand ça a été réglé du côté de la France, eux ils ont eu la validation comme quoi on partait le 31 août, sauf que de notre côté, vu qu'on n'était pas sûr à 100%, on s'est dit on va laisser l'état des lieux jusqu'à la fin du mois de septembre et on s'est retrouvé avec malheureusement 1 mois en France à payer en plus ce qu'on a payé ici. Partie numéro 3, de l'importation de votre animal vivant. Oui, je dis bien vivant parce que c'est ce qui est écrit sur la cage quand l'animal se déplace, animal vivant. Il y a quand même pas mal de choses à prévoir. Que moi je conseille, c'est qu'au moins 1 an à l'avance, vous refassez votre check-up, vous remettez en fait à jour des vaccins de l'animal. À partir du moment où il faut simplement enclencher, ça va très vite. Nous on était de toute façon à jour. Ce qu'on a fait, c'est que à peu près 2 mois avant, on prend le rendez-vous avec le vétérinaire pour faire un premier check-up général pour voir si tout va bien. On fait un vaccin de la rage et on fait un antiparasitaire. C'est ce qu'on a fait nous. Quand on est arrivé à peu près à 15 jours du départ, on avait donc un second rendez-vous cette fois-ci chez toujours notre vétérinaire pour qu'il puisse remplir un document qui s'appelle un certificat de bonne santé. Le vétérinaire avait donc assigné notre certificat de bonne santé. On a fait des va-et-vient entre le vétérinaire et en tout cas moi au téléphone la compagnie de cargo. Tout s'est fait. Et c'était très embêtant, c'était très long, c'était très agaçant. Si de l'autre côté en fait ça suit pas et si l'un des deux côtés n'est pas assez rapide, tout le monde se retrouve à attendre et c'est très épuisant. En l'espace d'une semaine, je me souviens le chien, la 3e semaine d'août, le chien a vu le vétérinaire 4 fois. Tout ça parce qu'en fait la personne qui s'occupait de nous pour le cargo, soit ne communiquait pas assez bien, soit en fait ne nous expliquait pas exactement ce qu'il fallait ou le document qu'il fallait apporter chez le vétérinaire parce qu'on avait reçu 3 documents à compléter. Et en fait surtout il y en avait un qui était signé et à compléter par le vétérinaire d'État, donc celui de la DDETSPP. Enfin bref, on s'est retrouvé en fait à courir un peu partout, c'était absolument pas clair. Maintenant, moi qui l'ai vécu, je sais que c'est clair et je saurais en fait si une autre personne en a besoin, je saurais comment. C'est pas bien fait en fait, c'est compliqué. En fait, c'est de l'administration à la française. Si votre chien n'est pas refusé par les compagnies aériennes, il n'y a pas autant de complications en fait. Surtout, vous n'hésitez pas si vous avez vraiment des questions assez précises sur l'importation de votre chien, même si c'est pas forcément un brachycéphale, n'hésitez pas. Honnêtement, je suis assez organisée comme personne. J'ai encore les documents, j'ai encore le listing que j'avais mis en place, j'ai tout, j'ai rien perdu. Donc sur la partie numéro 3, envoyer les demandes de suppression de compte. Personnellement, on n'en a pas 15 000 non plus. Je me suis dit que c'était quand même important de mettre ce point-là en avant. Bien faire le listing de tous les abonnements que vous avez. Le mieux, c'est vraiment de récupérer un relevé bancaire et vous faites un listing des deux côtés. Ce que je conseille, c'est vraiment de faire un listing de tous les abonnements que vous avez. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous posez, vous faites les courriers ou les mails, ou vous allez directement sur les applications pour ceux qui ont compris qu'on est en 2025 et qu'il s'agirait en fait de simplifier les choses. Vous envoyez toutes les demandes de résiliation. Dans notre cas, nous, il n'y en avait pas beaucoup, heureusement. C'était la box, les mutuelles, la salle de sport, même pas les salles de sport, parce qu'Alex avait aussi sa propre salle à lui, forcément, l'assurance. On a tous à peu près 1 mois d'avis. Donc en fait, le mieux, c'est de faire ça quand vous êtes en France et pas quand vous êtes ici,
parce que j'ai fait cette bêtise pour ma mutuelle, mais je devais attendre le dernier moment parce qu'on était, je pense, en attente d'un remboursement et je peux pas donc clôturer avant d'avoir fait cette demande de remboursement. Donc je l'ai clôturé ici, sauf que quand on a mis les pieds ici, malgré qu'on avait des numéros français, malgré qu'on avait des ordinateurs et des téléphones qui avaient été achetés en France, notre adresse IP étant en Thaïlande, on n'avait absolument pas accès à certains comptes. Alex n'a pas pu avoir accès à sa banque, je n'ai pas pu avoir accès à notre mutuelle. Ça devenait très compliqué, ce qui fait qu'en fait j'ai dû installer un VPN pour réussir en fait à me connecter depuis mon ordinateur sur ma plateforme. Enfin, c'était très compliqué. On avait aussi donc l'eau et l'électricité. Cinquième étape, on avait donc pédiatre, tout ce qui concernait le bébé. J'ai regardé beaucoup de sujets en fait sur l'expatriation avec un enfant. Les gens ne disaient pas forcément en fait qu'il fallait faire traduire en fait les carnets de santé. Là, notre carnet de santé il est en français avec des marqueurs en français. J'ai simplement fait une demande en fait de traduction. Vous faites votre demande de traduction officielle, vous recevez votre document, que ce soit acte de mariage, acte de naissance aussi de l'enfant, tout document important. Vous savez que quoi qu'il arrive ici, ça peut vous servir. Essayez de les faire traduire en anglais. Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour à peu près des choses importantes pour nous, en tout cas pour notre départ. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire, j'y répondrai. Ah si, la dernière chose, pardon, j'ai oublié. Trouvez votre logement ici. Je pense que je pourrais potentiellement faire une vidéo sur le sujet. C'était assez facile. C'est pas du tout comme la France. C'était assez facile. À partir du moment où vous avez les fonds pour payer, en fait, vous vous installez. Ils vous demandent pas, les 3 dernières quittances de loyer de votre ancien appartement. Ils vous demandent pas de garant, de bulletin de paye. Ils vous demandent pas de contrat de travail, rien. Ils vous demandent même pas combien de personnes vont habiter dans le logement. En fait, vous venez, je veux cet appartement. Ok, vous pouvez payer, vous payez, vous rentrez. Enfin, dans la même journée. C'est qu'à partir du moment où effectivement tout ce processus est facile, la partie la plus, on va dire, embêtante, c'est qu'il faut le dépôt de garantie, c'est 2 mois de loyer et il faut donner donc le mois de loyer pour booker donc le mois. À partir de là, vous êtes tranquille et normalement, ce dépôt de garantie est restitué à la fin si vous restituez le logement en bon état et fonctionnel pour que tout de suite il puisse faire rentrer une autre personne à l'intérieur. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Comme j'ai dit, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. À toutes.